De vous accueillir aujourd'hui. Il y a parmi nous plusieurs professeurs d'histoire, dont je suis, et peut-être au-delà du témoignage, que l'une des questions qui viendra à l'esprit et à laquelle vous pourrez peut-être répondre est celle de savoir finalement à quoi sert l'histoire, à quoi sert de témoigner et à quoi cela sert-il de se pencher sur le passé. Voilà, nous vous remercions pour votre présence et je suis sûr que chacun d'entre nous ici sera particulièrement attentif et particulièrement à l'écoute. Merci encore. Merci. Vous me voyez? Vous voyez? Vous voyez ce petit jeune homme? Ah ben si vous êtes devant, vous cachez le jeune homme. Vous voyez ce petit jeune homme? Il aurait peut-être besoin de mes oreilles, mais j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide aussi. Voilà, je suis exigeante. Hein. Alors, vous voyez ce petit... Vous m'entendez? Oui. Vous voyez ce petit jeune homme. Vous voyez un autre petit jeune homme, encore plus jeune. Alors, ce petit... vous avez quel âge? 14. Est-ce que vous avez moins de 15 ans? Oui. La plupart, oui. J'entends pas. La plupart ont moins de 15 ans, oui. Alors, levez-vous. Vous auriez vécu... Écoutez. Vous auriez vécu... Vous pouvez vous asseoir. Vous auriez vécu à mon époque et vous auriez eu l'âge que vous avez. Eh bien... vous ne seriez pas là en train de vous lever. Moins de 15 ans, un homme nommé Hitler tuait toutes les personnes qui étaient de religion juive. Vous seriez morts tous. Simplement, comme crime, eh bien, vous êtes nés juifs. Et voilà comment, à cette période-là, des humains ont tué d'autres humains, simplement parce qu'ils étaient nés. On n'avait rien fait, aucun crime. On était nés juifs et Hitler a tué 6 millions de personnes en Europe, uniquement parce qu'ils avaient eu la malchance de naître juifs. J'ai échappé à ça, mais malheureusement, de ma famille, ceux qui n'ont été avec moi déportés, personne n'est revenu, que moi. Voilà la période à laquelle vous avez échappé, et j'espère que jamais, 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 des choses comme ça reviendront. Je le souhaite de tout mon cœur, je l'espère, et en souhaitant que j'ai raison, mais hélas, c'est peut-être pas vrai. Alors, Hitler déteste les Juifs, mais comment, toi, jeune fille, oui, tu me regardes, comment tu me trouves? Oh, me dis pas que je suis belle. Tous les matins, je me regarde et j'ai dit, Ginette, t'es trop belle. Me dis pas que je suis vieille. Tous les matins, je me réveille et je dis, Ginette, t'es vieille. Non. Est-ce que j'ai l'air d'être humaine ou une extraterrestre ou une extralunaire, d'après toi? Vous avez l'air humaine. Elle a l'air humaine. Vous êtes trop loin. Ah oui, j'arrive. Il faut vous approcher. Vous avez l'air humaine. D'accord, c'est exact. Vous, mademoiselle, oui, là, vous. Et vous, pour vous, je suis humaine? Oui. Oui, d'accord, oui, je ne veux pas demander à tout. Ben, monsieur l'enfant, je suis humaine? Oui, madame. D'accord, vous avez raison, moi aussi. Eh bien, vous avez tort, j'ai tort. Pour Hitler, j'étais pas humaine, j'étais juive. Et pour lui, on n'était rien. De la poussière, de la fumée, de la vermine. Ah, de la vermine. Encore toi, tant pis. Qu'est-ce qu'on fait?
de la vermine? Est-ce que tu le sais? On s'en débarrasse. On s'en débarrasse. On s'en débarrasse. Mademoiselle, qu'est-ce qu'on fait de la vermine? Même réponse, on s'en On débarrasse. s'en débarrasse. Et comment qu'on s'en débarrasse? Ben, il y a quelqu'un qui est bon? En la tuant. En tuant la vermine. En tuant la vermine, exact. Donc, voilà pourquoi. Alors, Hitler veut tuer les Juifs. Mais comment nous reconnaître, puisque on est comme tout le monde. Alors, en Allemagne, alors là, par contre, attendez que je me retrouve, voilà, ça va. Alors, en Allemagne, les Allemands, non, je ne dis plus les Allemands, les nazis faisaient promener les Juifs avec des panneaux qui indiquaient qu'ils étaient Juifs. En France, ça ne va pas être comme ça. En France, tout au moins à Paris, peut-être aussi dans les grandes villes, en province, dans les banlieues, je ne sais pas comment que ça se passait, mais à Paris, on devait aller se faire recenser dans les bureaux de commissariat où on habitait. Et quand on sortait de ces bureaux, on nous avait fourni, alors sur nos cartes d'identité, un tampon. Vous voulez pas rester? Je suis pas contagieuse. Non, non, mais tout va bien. Tout va bien. Je vais leur faire passer. Non, c'est pas la peine, c'est pas la de peine. loin comme ça. Parce que si on fait passer, on regarde et je veux qu'on m'écoute. Alors, vous avez un tampon marqué juif sur la carte d'identité. Maintenant, on va vous contrôler et à mon époque, on contrôlait sans arrêt 10, 15 fois par jour. On montrait la carte d'identité, tampon juif. Ben, tampon juif, où elle est ta carte d'identité? Toi, mademoiselle? Oui. Chez moi. Elle est chez toi. La demoiselle qui est en blanc, avec les cheveux, c'est une fille ou c'est un garçon? C'est un garçon. C'est pas grave. Un garçon, c'est pas grave. Tu l'as? Votre carte d'identité. Il l'a. Il l'a sur Vous lui. l'avez. Non, non, j'en ai pas besoin. Hein. Je vous crois sur parole. Mais vous l'avez sur vous. Mais dans ta poche, dans ton sac, on ne la voit pas. Et sur la carte d'identité, vous aviez le tampon juif qui devait vous humilier. Ben, si c'est dans votre carte d'identité, on ne se balade pas avec sa carte d'identité au bout de la main. Et les nazis veulent en même temps nous humilier. Eh bien, ils vont nous obliger à nous procurer une étoile en tissu jaune, bordée de noir, marquée à l'intérieur juif, et il faudra la coudre sur les vêtements. Alors pourquoi le côté gauche? Ça, j'en sais rien. En tous les cas, sur le côté gauche, et maintenant, tout le monde voit que vous êtes juif. Et comme tout le monde voit que nous sommes juifs, eh bien, il va y avoir des lois qui vont être promulguées. Et les juifs n'auront plus le droit à grand-chose. Interdiction aux juifs de fréquenter de près des personnes non juives. Donc il y a des métiers qui vont disparaître. Les médecins, les chirurgiens, les dentistes, les artistes, les commerçants, plus le droit d'être en contact avec les non-juifs. Donc on ne peut plus travailler. Ginette a quand même 14-15 ans. Je ne suis pas un bébé, mais je suis la plus jeune d'une famille de 6 filles. Et quand on est la plus jeune, on n'a pas du tout le même cerveau que quand on est l'aîné. La plus jeune, elle reste toujours la plus jeune. Alors, tu fais ci, tu fais ça, et puis Ginette a un caractère assez souple, alors elle se laisse guider. Donc,
je faisais ce qu'on me disait, il fallait mettre cette étoile, je ne l'ai jamais refusé de la mettre. Attention, cette étoile empêchait les Juifs de mettre un pied sur un stade. Le sport nous était interdit. J'aimais le sport. Les stades, j'avais plus le droit de mettre un pied sur un stade. J'avais plus le droit d'aller à la piscine. On n'avait plus le droit d'aller au cinéma. Mes sœurs, c'était des jeunes filles, elles aimaient aller danser. Elles n'ont plus le droit d'aller danser. On était juifs, tout nous était interdit. Ce qui était grave, c'est que le travail, c'était pareil. Mon père avait un petit atelier. Il fabriquait des imperméables. Il avait 2, 3 ouvrières. Elles n'étaient pas juives. Lui, il était interdiction de mettre un pied dans son atelier. J'ai 2 sœurs qui faisaient les marchés. Les clients s'approchent, on leur vend, on leur demande pas, t'es juif, t'es catholique, t'es... Non. Et bien maintenant c'est fini. Elles n'ont plus le droit d'être derrière leur étalage. Les instituteurs, pareil, les directeurs, pareil. T'es juif, t'as plus le droit d'être là. J'aurais pu m'inquiéter, alors si papa ne travaille pas, si mes sœurs ne travaillent pas, comment va rentrer l'argent pour vivre? Mais non, Ginette, elle ne voit pas tout ça. Chouette, papa ne travaille pas, chouette, mes sœurs ne travaillent pas. Moi, je suis écolière, jusqu'au bac, j'ai le droit de fréquenter les établissements scolaires. Les facultés, après, me seront interdites. Mais je n'ai jamais été en faculté. Donc, jusqu'en 1942, on va vivre sous ces lois-là. Et je ne me rends pas compte, moi je suis très très bien, je suis très contente, on est ensemble. Un jour, en 1942, un monsieur vient nous voir. Il montre ses papiers, il travaille à la préfecture de police. Il a eu sur son bureau un dossier qui nous concernait. Alors là, mon père s'inquiète. Le commissariat de quartier, ça va bien, mais jusqu'à la préfecture, là, ça devient dur. Et on apprend que l'on est dénoncé parce qu'on est communiste actif. Je sais ce que c'est que le communisme, je sais ça, mais c'est tout. Je ne savais pas que mon père, je ne savais pas que quelqu'un dans la famille était communiste. On partageait l'appartement avec ma sœur aînée, son mari et son fils, et je voyais bien qu'ils avaient un comportement un peu bizarre, mais moi je les prenais pour des résistants. Le fait est, ils avaient beaucoup d'amis, mais des amis un peu bizarres, qui arrivaient tard le soir, qui partaient tôt le matin. Il y en a même qui restaient toute la journée sans bouger à la maison. Je pensais que ma sœur aînée et son mari étaient résistants. Ils étaient communistes, mais parmi les communistes, Hitler, d'ailleurs, pour ça qu'il en avait peur, c'est qu'il y avait beaucoup de résistants. Et qui dit résistant, dit sabotage, propagande. Quand ils pouvaient arrêter un communiste, vous pensez bien que les nazis ne se gênaient pas. Donc ce monsieur nous prévient, vous êtes juif, vous êtes communiste. Attention, attention, vous allez être surveillés. Et il nous conseille de quitter la zone occupée pour aller en zone libre. En zone libre, c'était plus libre. Et mon père, quand Hitler a occupé la France, il l'a partagé en deux. Le nord de la Loire, zone occupée, le sud de la Loire, zone libre. Et on a vécu comme ça. Mon père n'avait absolument pas l'intention de quitter Paris. Mon père était très très fier d'être né à Paris, d'avoir fait la guerre de 14. Il avait eu 6 filles.
il voulait absolument un garçon. Et bien, le garçon est arrivé en 7e position. C'est-à-dire, moi je suis la dernière des filles, et enfin, après moi, maman a mis au monde un garçon. 7 ans après moi. Le garçon est là, alors c'est fini, on est 7 enfants. Les aînés de mes sœurs, les 3 aînés, sont mariés avec des jeunes gens qui ont fait la guerre de 39-40. Il y en a même un qui est prisonnier de guerre. Mon père n'a pas du tout comme certains. Certains, dès que Hitler est arrivé gagnant, beaucoup de juifs ont quitté la France. Et puis il y en a qui ont quitté la zone occupée pour aller en zone libre. Lui, papa, il bouge pas. Il bouge pas, on est français, il est fier d'être français. Et c'est là, quand ce monsieur est venu nous prévenir, alors là, ça a été différent. Mon père ne voulait pas que sa famille ait des soucis. Avec ma sœur aînée, ils vont organiser notre départ. Zone occupée, zone libre, ce sont 2 pays différents. Mademoiselle, oui, non, vous là, vous venez, oui, vous. Alors, vous avez, vous devez partir à l'étranger. Qu'est-ce qu'il faut comme papier? Une carte d'identité ou un passeport? Un passeport. Est-ce que vous vous rappelez comment sont nos papiers? Si vous m'avez écouté, vous devez vous en rappeler. Tamponné juif? Avec le tampon juif. Voilà. Eh bien, ce tampon juif sur la carte d'identité, oui, t'as de la chance, ça, tu dois bien rappeler. Je te rends gueule sinon. Eh bien, donc, si, ce tampon juif nous empêchait de voyager. On avait le droit, mais il fallait prévenir pourquoi qu'on partait, et voilà. Il fallait qu'on nous suivait à la trace. Donc cette carte d'identité va nous nuire, elle ne nous sert pas. On va pas les déchirer, parce que quand on déchire quelque chose, ça laisse des traces, on va les brûler. Et on va faire des faux papiers. Tant qu'à faire d'avoir des faux papiers, on va prendre des noms de consonances bien françaises. On peut être étranger sans être juif. Mais on va vous poser des questions. Et comme on ne veut pas qu'on nous pose des questions, on va prendre une identité. On a des amis, ils sont catholiques, pratiquants, non pratiquants, on ne s'intéresse pas à ça. Ils vont nous prêter leur nom, mais surtout, ils vont nous donner des détails. Ils ont été baptisés, quelle église, ils ont fait leur première communion, quelle église, leurs parents se sont mariés, quelle église, on va avoir des adresses d'église. Et on va, alors, pour passer la ligne de démarcation, c'était la Loire qui faisait frontière. Maintenant, on a des papiers, on peut passer comme il faut, mais on ne sait jamais. Ces papiers qui sont faux, sont-ils bien imités? On n'en est pas sûr. Nous, on croit. Mais un professionnel va s'apercevoir la couleur, l'épaisseur. Non, vos papiers sont faux. Eh bien, pour éviter ça, on va passer par un moyen clandestin. Vous avez des personnes qui habitaient le long de cette frontière. Ils ont observé les allées et venues des patrouilles, à quelle heure elles passent, où elles passent. Ils vont en faire un métier. Ils vont devenir des passeurs. Il y a des fortunes qui ont été faites, mais il ne faut pas leur jeter la pierre. S'ils n'avaient pas été là, comment qu'on aurait fait pour aller en zone libre? Donc, si ils ont été réguliers, eh bien, merci messieurs, c'est vrai, ça nous a coûté cher, vous avez gagné beaucoup d'argent, mais vous nous avez sauvé la vie.
Par contre, il y en a quand même il y a toujours des brebis galeuses quelque part, et il y en a qui ont donné leurs clients. Naturellement, quand on apprend ça, quand j'ai appris ça, je trouvais ça dégoûtant de la part de certaines personnes qui profitent du malheur des gens pour... et j'ai appris que c'était du chantage. La Gestapo les a repérés, on sait ce que vous faites. On ferme les yeux, à condition que vous nous donniez vos clients. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Oui. Bah, tu sais pas. Et puis moi non plus, je sais pas. Et quand c'est une question de vie, et on ne peut pas jeter la pierre aux gens sans réfléchir. Donc, il y en a qui ont donné leurs clients parce que c'était si tu ne le fais pas, on t'arrête, et si on t'arrête, c'est la prison, c'est la déportation. Donc, ils ont donné leurs clients. Alors, on va passer d'une façon clandestine, et il va y avoir un lieu de ralliement, ça sera Aix-les-Bains. Et on s'est tous retrouvés à Aix-les-Bains. Mais Aix-les-Bains, ça veut dire que ça s'est bien passé? Non, ça s'est pas bien passé. Ça s'est bien terminé, mais pas bien passé pour tout le monde. Par exemple, le groupe qui était avec mon père, ma mère et une sœur, ils avaient rendez-vous à Lyon, à la descente du train. Ils devaient se trouver en tête du train, et à la descente du train, il devait y avoir, à la descente du wagon, un monsieur les attendait. Ils arrivent à Lyon, ils sont à l'endroit voulu, ils descendent du train, personne. Tous les gens qui étaient dans le train, petit à petit, évacuent la gare. Sur le quai à Lyon, 3 personnes sont là qui n'avaient pas le droit d'y être. Ma mère, quand elle raconte cette histoire, on a attendu des heures. Non, maman, t'exagères. Papa est là comme témoin, Jacqueline, ma sœur, est là comme témoin. T'as pas attendu des heures. Ça t'a semblé long parce que tu avais peur, et quand on a peur, 1 minute, c'est 1 heure. En fin de compte, ce monsieur est venu, les a récupérés et les a emmenés où elles devaient aller. Moi, je suis avec 2 de mes sœurs. Nous, on a rendez-vous à Angoulême, au buffet de la gare. On prend le train, on arrive à Angoulême, on va au buffet de la gare, il y a quelques personnes qui sont là. Le train qui nous a emmenés de Paris à Angoulême, a quitté la gare. Eh bien, à partir de ce moment-là, toutes les issues du buffet de la gare sont surveillées. Gendarmes français, gendarmes allemands, plus personne n'a le droit d'entrer ou de sortir du buffet de la gare, et contrôle d'identité. On a des papiers, on a des faux papiers, c'est pas grave ça. Ce qui est grave, c'est que Ginette, en plus de sa fausse identité, a gardé une carte du Racing Club, un club de sport qui est de réputation mondiale, et Ginette et sa sœur ont été parrainées pour rentrer dans ce club et faire des démonstrations de handball dans les établissements scolaires. Ce sport arrivait en France et on faisait des démonstrations. Vous vous rendez compte, le Racing Club, et il fallait que je déchire cette carte, pas possible. Donc j'avoue à mes sœurs, j'ai mon vrai nom dans ma poche. Demande d'aller aux toilettes, c'est ce que je fais. La sentinelle me laisse aller aux toilettes, mais m'accompagne. Naturellement, elle n'a pas été jusqu'au bout. Elle m'a laissé derrière la porte, elle attend devant. Mais elle attend devant, et moi je suis derrière. Je vais déchirer une carte,
elle va entendre. Je me dégonfle, j'ai peur. Et je reviens à mes sœurs, non, je n'ai pas pu, ça n'a pas marché, elle est dans ma poche. On attendait, on faisait la queue dans le couloir. Derrière nous ou avec nous, une dame était là. Elle nous a entendus, ou elle était avec mes sœurs, je ne m'en souviens pas du tout. Et elle avait une petite bouteille d'alcool avec elle. Pourquoi, j'en sais rien. Bon, et du coup, quand on a déchiré la carte, et puis qu'on on pouvait pas jeter les papiers, alors on l'a mastiqué pensant l'avaler. Mais quand vous avez une boule de papier, et pas énorme, mais quand même assez importante, et bien votre salive, elle suffit pas. Donc, pas assez de salive pour la faire partir, cette boule, elle restait coincée dans la bouche. Et cette dame qui était avec nous, ou pas, avait entendu, elle avait une petite bouteille d'alcool, elle nous a passé sa petite bouteille d'alcool. Je pense que ça nous a sauvé la vie. Parce que quand le contrôle de papier, ils sont devant nous, vous êtes juive. Ça y est, ils nous ont repérés, on est foutus. Et comme on a pris cette petite bouteille d'alcool qui nous a rendus féruques, ah ben ça c'est nouveau, alors voilà qu'on est baptisé juif. Mais pas du tout, pas du tout. Et ils nous ont quand même gardés en prison à Angoulême. 2 jours, 3 jours, je ne m'en souviens pas. Et puis ils sont venus nous rechercher, et vous avez raison, on a contrôlé, mais on n'aurait jamais dû contrôler, rien qu'à votre attitude, on voyait bien que vous n'étiez pas juif. Les juifs sont comme si, en fin de compte, ils nous ont relâchés. On s'est retrouvés à Aix-les-Bains. Mais Aix-les-Bains, ce n'était pas le but. Le but, c'est d'aller à Avignon. Comme on est tous maintenant à Aix-les-Bains, on va se retrouver à Avignon. Ma sœur aînée a des amis à Avignon. Elle leur avait demandé de nous trouver quelque chose. La famille veut être ensemble, et donc il faut quelque chose d'assez grand. Ils nous ont trouvé quelque chose. Un monsieur a une grande propriété. Il va nous louer tout son premier étage. Sa propriété est à Montfavet. C'est devenu un grand hôtel maintenant. Vous pouvez y aller. Eh bien, on va s'installer, on va rester 3 mois chez ce monsieur. Pendant ces 3 mois, il faut absolument qu'on travaille. Papa avait un peu d'argent, il n'y en a plus. Alors, j'ai 2 sœurs qui sont secrétaires de métier. Moi, je sors de l'école de commerce. J'ai fait 1 an de cours commercial, ou commerciaux, je ne sais pas ce qu'on dit. Et j'ai un petit diplôme, j'ai jamais travaillé. Toutes les 3, on cherche à Avignon, c'est pas une ville industrielle, il n'y a rien. Mais quelqu'un nous conseille, essayez d'aller à Vedène, une grosse boîte de Paris qui s'appelle Péchinet, dès le début de la guerre, a déménagé ses bureaux et ils se sont installés à Vedène. Peut-être que là, vous allez trouver quelque chose. On a écouté leurs conseils. Le chef du personnel, mes sœurs, oh mesdemoiselles, mais commencez demain, n'attendez pas la semaine prochaine. Du personnel qualifié, on en a besoin. Mais vous, mademoiselle, vous reconnaissez que vous êtes débutante et que vous n'avez jamais travaillé. Eh bien, excusez-nous, on n'a pas besoin de vous. Est-ce que je fais je pleure, est-ce que... Mais ce monsieur, qui est un brave homme, d'un seul coup, il lui vient l'idée des jeunes qui veulent absolument travailler, peut-être... Oh, allez, mademoiselle, on va vous garder aussi. Ça y est, on est 3 à travailler dans les bureaux. Mon père, dans Avignon, en essayant de se renseigner pour ci, pour ça, il est tombé en relation avec le maire d'Avignon. Ce brave monsieur
ils ont sympathisé, même goût politique. À mes sœurs, il leur a procuré un petit logement et à nous, une maison en plein centre d'Avignon, rue Joseph Vernet. Elle était vide. Pourquoi? On ne sait rien. Ma mère, en un rien de temps, va rendre cet endroit qui n'était pas très agréable, quelque chose de familial, un petit rideau là, un petit machin. Les meubles, il n'y en avait pas, eh bien, les brocanteurs sont là, et c'est devenu vraiment un endroit très agréable à vivre. Et on va s'installer là. Et quand Hitler est arrivé, eh bien, naturellement, il a fallu... alors, à Avignon, jusqu'en 1943, on travaille dans cette entreprise. En 1943, la France est complètement occupée. Donc, cette grosse boîte de Paris n'a plus de raison de rester en zone libre. Elle remonte sur Paris, elle veut bien emmener son personnel, mais nous, on ne peut pas l'y suivre. Donc, on va rester. À Avignon, on a eu du mal en 1942, on a eu du mal à trouver du travail. C'est pas en 1943 qu'on trouvera facilement. Et on n'essaye même pas. On n'essaye même pas. L'aîné des trois qui travaillaient dans les bureaux, son mari avait commencé déjà à faire les marchés et il se débrouillait bien. Sa femme va le retrouver et les deux autres, c'est-à-dire ma sœur et moi, eh bien, on ne va pas chercher du travail non plus. Le maire d'Avignon nous a procuré une place sur les remparts d'Avignon. Tous les matins, on déballait, c'était toute la journée, et le soir, on rentrait avec les invendus. Comment qu'on transportait la marchandise? Dans des poussettes d'enfants, j'en sais rien, je ne m'en rappelle plus. Mais c'était, de toute façon, les remparts ne sont pas très loin d'où nous habitions. Et on a fait ça jusqu'au 13 mars 1944. Ce jour-là, 13 mars 1944, c'est encore une journée d'hiver, mais on est en Provence, il y a du soleil. Quand c'est l'hiver, le soleil naturellement ne chauffe pas beaucoup, mais il est là. Et bien ce 13 mars, alors qu'on est en plein hiver, premier rayon de soleil, on les sent. C'est le printemps. C'est l'heure d'aller déjeuner. Habituellement, ma sœur